Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo, un vlog où je vais raconter ma vie, mais je veux plutôt faire une vidéo qui a pour but d'aider les futurs étudiants de Soltech en vous donnant mes conseils, en répondant aux questions qu'on m'a déjà posées et aux questions que moi-même je me posais avant d'arriver ici et dont j'ai trouvé les réponses en arrivant. J'espère donc que cette vidéo pourra vous aider et si vous avez toujours des questions en suspens, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Pour vous donner des petits éléments de contexte, je suis étudiante en 5e année d'école d'ingénieur et dans le cadre de ma 5e année, pour valider mon diplôme, je dois effectuer une mobilité et j'ai choisi de la faire à Séoul. C'est donc une mobilité de 4 mois qui est en partie organisée par mon école. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder plusieurs points, que ce soit le logement, la bouffe, en passant par les démarches et en expliquant aussi un peu les cours. Donc je vais essayer de parcourir un panel assez large de questions. J'espère que ça va vous aider. La première chose dont je voulais vous parler, c'était la phase d'inscription. Ça change d'une école à une autre, mais pour ma part, Soltech est un partenariat avec mon école, donc ça a grandement facilité les démarches. La première étape pour moi, ça a été de dire à mon école que j'étais intéressée par cette mobilité. Et comme les places pour mon école étaient limitées à 2, ils ont ensuite fait une sélection et j'ai reçu un petit message pour me dire que j'avais été acceptée pour la mobilité. Suite à ça, c'est eux qui ont contacté directement Soltech pour leur dire qu'ils voulaient m'inscrire. Et un jour, j'ai reçu un mail écrit en coréen dans ma boîte mail. Et c'était eux qui commençaient les démarches pour l'inscription. Donc pour ça, j'ai été redirigée vers un site. Le site est un petit peu vieillot, un petit peu buggé, mais il faut faire confiance au process. Et la première phase, on vous demande plus des questions sur ce que vous voulez à Soltech. On vous pose aussi des questions sur vos informations personnelles et votre niveau scolaire. Pour ça, ils demandent 2 documents de souvenirs. Le premier, c'est votre bulletin traduit en anglais. Donc ça, il faut quand même l'anticiper parce que c'est votre service de scolarité qui doit vous le fournir. Et l'autre truc qui est demandé, c'est le GPA, qui est un score universel qui permet d'évaluer votre niveau scolaire. Et pour obtenir ce GPA, c'est un petit peu relou. C'est-à-dire que vous avez votre note sur 20, que vous devez ensuite traduire en des notes en lettres. C'est-à-dire qu'un 18 sur 20, il me semble que ça équivaut à un A+ en lettres. Et une fois que vous avez toutes vos notes converties en lettres, vous utilisez un calculateur de GPA, où vous devez renseigner tous les crédits de toutes les matières, et qui va calculer votre score GPA, qui est une note sur 5. Voilà. Il est à noter quand même que quand vous calculez ce GPA, ça prend en compte vos 5 années d'études dans votre école. Donc c'est vraiment très long quand vous avez beaucoup de matières comme moi j'en avais. Une fois que ça c'est validé, vous recevez un message, donc ça prend un peu de temps quand même, mais vous recevez un message qui vous dit « Ouais, vous avez été accepté à Soltech ». Et à ce moment-là, on vous pose des questions plus, on va dire, techniques, pour que vous arriviez en fait à votre document de scolarité, pour que ça valide en fait votre scolarité à Soltech. Pour ça, on vous demande par exemple votre vaccin contre la tuberculose que vous devez faire chez un médecin 2 mois avant de partir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit fait 3 mois avant parce qu'entre-temps, vous pouvez la déclarer. Il faut vraiment que ce soit fait dans les 2 mois avant de partir. On vous demande aussi à ce moment-là de renseigner votre billet d'avion. Ça veut dire qu'à cette phase-là, vous devez avoir votre billet d'avion. Je ne sais plus exactement les autres documents qui sont demandés, mais il y avait pas mal de documents. Important à savoir, à cette phase-là, du coup, c'est ça qui leur permet de rédiger le document qui va approuver que vous êtes scolarisé à Soltech. Et ce document est très important parce que vous en avez besoin pour votre visa, puisque vous êtes étudiant. Et ce document-là, je peux vous dire qu'il arrive assez tard. Pour moi, il est arrivé 1 mois avant de partir. Ça veut dire que 1 mois avant de partir, je n'avais pas les documents pour faire ma demande de visa. C'est pour ça que le visa, il faut quand même anticiper la démarche un petit peu en amont pour regarder comment c'est fait, surtout que parfois ça peut être un petit peu galère. Moi j'ai eu quelques surprises, même si au final ça s'est bien passé. Pour le visa,
Je peux pas tout vous expliquer en détail parce que c'est compliqué, il faut juste bien suivre les instructions qui sont données sur le site. Mais il y a notamment une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est le fait que il vous demande d'envoyer le passeport. Mais pas d'envoyer une photocopie du passeport. Non, non, vous devez vraiment envoyer votre passeport par la poste comme ça. Faut avoir confiance. Moi, je vous conseille de passer par un recommandé. Surtout si, comme moi, vous avez dû envoyer votre dossier pour le visa un mois avant. C'est chaud. Et si vous partez à la même période que moi, c'est une période qui est très prisée pour les visas. Et du coup, les démarches qui durent normalement 2 semaines, là, ils vous disent oui, ça peut durer 3 semaines. Au final, j'ai reçu mon visa, je crois, 2 semaines avant de partir. Moi, ça a été assez rapide, donc j'ai eu de la chance. Je crois que l'autre gars de mon école a fait la même démarche, mais il a un peu plus galéré, il n'a pas bien suivi le process. Lui, ça arrivait pas longtemps avant qu'il parte. Donc ouais, le mot-clé, pour les démarches en tout cas, c'est l'anticipation. Une fois que vous êtes arrivé en Corée, vous gardez bien votre visa avec vous parce que c'est ça qui certifie que vous avez le droit d'être ici en fait. Il y a un truc qui est nécessaire quand vous viviez plus de 90 jours, quand vous êtes là plus de 90 jours en Corée, c'est une carte d'immigration. Moi je viens de l'avoir aujourd'hui, ça tombe bien, je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Là voilà, ma carte d'immigration que j'ai eue aujourd'hui. Il y a 2 moyens d'obtenir cette carte. La première, c'est de tout faire vous-même. Mais je ne vous recommande pas cette solution. Dans tous les cas, vous allez devoir payer. Et puis, quand vous le faites vous-même, vous devez à chaque fois vous déplacer dans le bureau qui réalise ces fameuses cartes. Et vous devez vous déplacer pour un tout, pour un rien. Pour les empreintes digitales, pour les récupérer, c'est galère. Et en plus, c'est à vous de suivre la démarche, comment ça avance, faut tout suivre, c'est pas toujours traduit. Je vous le recommande pas. L'autre solution, c'est d'acheter un service qui s'appelle Ailleurs Visa. Et c'est un service qui est conseillé, même fortement conseillé par l'école. L'école va vous envoyer un mail pour vous en parler. Et vraiment, prenez cette solution. En gros, vous aurez une application sur laquelle vous devez juste fournir vos documents. Par exemple, on vous demande votre visa, on vous demande une photo d'identité. Et ensuite, c'est ce service-là qui gère tout seul. En fait, ils font des commandes de groupe, donc c'est facilité. Alors, je crois que vous payez un peu plus cher que de le faire tout seul, mais je crois que la différence est de 10 €. Donc, vraiment, utilisez le service, parce que pour 10 €, ça va grandement vous faciliter la vie. Par exemple, pour réaliser les empreintes digitales, ils viennent directement sur le campus pour prendre vos empreintes digitales. C'est pas vous qui avez à vous déplacer. Et pareil, pour récupérer la carte, ça se passe directement sur le campus. Donc, tout est facilité. Il y a quand même eu une petite galère avec Ailleurs Visa, la photo d'identité. Ah, mais ça c'est toute une histoire, la photo d'identité. Il faut savoir que les photos d'identité qu'on fait en France ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont faites en Corée du Sud. Ici, c'est toute une institution, la Corée du Sud, et ils font vraiment du Photoshop sur les photos d'identité, à tel point que parfois tu ne reconnais pas les gens. Du coup, moi j'ai proposé plusieurs photos. Donc j'ai pris des photos de photos qu'on m'a données. Et en fait, il fallait une numérique parce qu'il faut que la qualité soit parfaite. Et même en envoyant une photo numérique, ça ne leur convenait pas parce que le fond n'était pas blanc. Le fond était un petit peu comme ça et il était trop gris. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est un fond qui soit bien édité, bien détouré et que ce soit blanc, blanc, blanc. Du coup, pour ça, le mieux, c'est d'aller directement voir un photographe à Séoul qui vous fera le Photoshop pour vous. Moi, je vous conseille ça. Mais faites attention parce qu'à partir du moment où ils vous demandent votre photo, si votre photo n'est pas acceptée, vous n'avez que 4 jours pour reprendre une photo et leur en reproposer une. J'ai eu un peu chaud aux fesses, je l'ai proposé au bout du 3e jour. Mais maintenant, j'ai ma photo. Alors, c'est pas la plus belle, mais on peut voir le fond est vraiment immaculé. Pour tout le reste, ça s'est super bien passé. Il est à noter aussi que le jour où j'ai fait mes empreintes digitales, il y a un moyen d'obtenir son numéro de carte d'immigration plus tôt en souscrivant un essai gratuit à Ailleurs Visa Plus. Et cet essai gratuit, je vous le dis, profitez-en parce que il va vous aider pour pas mal de choses. Il y a un truc que je ne savais pas quand je suis arrivée ici, c'est que dès que vous souscrivez à une ARC, donc la carte d'immigration, vous êtes automatiquement aussi souscrit à une assurance de santé nationale.
je vous conseille pas de la prendre. Je vous conseille de prendre une assurance privée en France et l'assurance nationale de la refuser. Et pour demander l'exemption à l'assurance nationale, Ailleurs Visa Plus fait tout pour vous. En 3 jours, c'était fait. Donc profitez de Ailleurs Visa Plus pour refuser cette assurance nationale. Pourquoi j'ai refusé l'assurance nationale? Déjà parce que j'avais déjà une assurance privée, mais aussi parce que l'assurance nationale, elle arrive tard. Moi, elle arrivait au bout du 2e mois où j'étais ici. Et en 2 mois, il peut se passer des choses. J'ai une amie qui s'est cassé le bras et qui a dû tout payer de sa poche. Ça fait mal au cul. 500 €. Oups. Et encore, c'est pas fini. Donc voilà. Profitez de Ailleurs Visa Plus. Ailleurs Visa Plus, ça m'a aussi permis d'obtenir un numéro d'identification pour pouvoir payer en ligne. Ça m'a donc permis de ne pas payer l'assurance qui est de 40 € par mois. J'ai oublié de le préciser. Profitez-en. Et ensuite, vous allez le récupérer au bout d'un moment en relation internationale et tout est bon. Je suis officiellement une immigrée coréenne. Pour la deuxième partie, je vais vous parler du logement. Moi, étant au logement pour femmes, j'ai plus d'informations sur le logement pour femmes, mais aussi un peu sur le dortoir international par le biais de mes amis. Là où je pêche un peu, c'est plus pour le dortoir pour hommes, parce que j'ai pas eu trop d'infos là-dessus. Pour vous dire un petit peu ce qui se trouve dans les chambres, donc chacune, on a un bureau, un lit, et c'est une chambre qu'on partage. Donc il n'y a pas de mur entre nous deux. En termes d'intimité, c'est pas non plus incroyable. On partage aussi une salle de bain à 2. Ce qui manque ici, c'est peut-être une cuisine par chambre, ou au moins un frigo par chambre, parce que souvent vous allez au magasin, c'est un acheté, un offert, et du coup vous savez pas quoi faire du deuxième. Dans ce dortoir, il y a une cuisine qui est partagée par l'ensemble du dortoir, qui se trouve au 8e étage, mais moi je n'y vais pas, pour la simple et bonne raison que c'est juste dégueulasse. Il y a des filles qui viennent là-bas, qui cuisinent tout à l'huile, il y a de l'huile partout, ça glisse. Vous ouvrez le frigo est tout le temps plein, il y a des trucs qui pourrissent dedans. J'ai commencé, je crois que j'ai cuisiné une seule fois dans cette cuisine et juste j'irai plus jamais, clairement. Donc ça c'est le truc qui pêche un peu, c'est la cuisine. À titre de comparaison, le dortoir international, il y a une cuisine par chambre et une machine à laver par chambre. Donc vous avez votre machine individuelle. Ça c'est quand même un sacré luxe. À savoir aussi que dans le dortoir international, si vous avez de la chance, vous pouvez vous retrouver à une chambre tout seul, et ça ressemble littéralement à un appart. Vous avez même une petite télé qui est fournie. Ça, c'est vraiment, vraiment le grand luxe. Et la seule différence, forcément, c'est que c'est plus cher. Donc là-dessus, il faut faire un choix. Ou tu payes plus cher, mais tu as plus de confort, ou tu payes moins cher, mais du coup, tu partages tout avec ta colocataire. Moi, j'ai fait le choix pour 4 mois de tout partager, ça me dérangeait pas trop. Concernant les services, donc chacun a sa petite boîte aux lettres et dans le dortoir pour femmes en tout cas, il y a un local où il y a une dizaine de machines à laver et une dizaine de sèche-linge que vous pouvez utiliser et ça coûte 1000 won à chaque fois que vous devez l'utiliser. Ça correspond environ à... ça correspond à moins d'1 €. Vraiment, moi, ici, le seul truc qui me ferait aller dans le dortoir international, c'est le frigo. Parce que quand t'as pas de frigo, c'est vraiment, vraiment galère. Après, la cuisine, c'est tellement compliqué de se faire à manger ici que ça me manque pas vraiment. Parce que les aliments sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc c'est super compliqué de se faire à manger. Une question qui m'a été posée, c'est le couvre-feu. Parce que ça apparaît sur le site. Comme quoi, il y a un couvre-feu à 22 h, il me semble. C'est des foutaises. Il n'y a pas de couvre-feu. On peut rentrer à l'heure qu'on veut, il n'y a pas de souci, on se fait pas engueuler. Non, vraiment, pas de couvre-feu. Je crois que ça concerne que les internationaux. Et c'est juste les Coréens qui sont soumis à ce couvre-feu. C'est pour ça que c'est marqué sur le site. Ah si, quand même, il y a un truc dont il faut parler, qu'on n'anticipe pas forcément. Quand vous arrivez ici, vous n'avez pas de literie. C'est-à-dire qu'ils ne fournissent pas les couvertures, ils ne fournissent pas les oreillers. C'est à vous de tout acheter. Et pour ça... ISC, qui est International Student Club, donc le club des étudiants internationaux, propose un système où vous récupérez les affaires des années précédentes. Donc vous pouvez obtenir du papier toilette gratuitement par exemple, et ils vous donnent couverture, oreiller, tête d'oreiller, tout ça. Donc vous les lavez forcément, et vous pouvez les utiliser, et ça vous permet d'avoir une literie gratuite, normalement que vous donnerez ensuite aux prochains élèves.
Ça permet d'économiser de l'argent, surtout pour quelque chose qu'on sait qu'on ne ramènera pas dans la valise plus tard parce que ça prend de la place. Comme vous pouvez le voir, là j'ai ma petite literie qui m'a tout été donné, la couverture, la totale, et j'ai même eu un petit plaid en plus d'une étudiante des années précédentes. Alors, je suis encore désolée, mais pour le dortoir pour hommes, j'ai pas plus d'infos. Je sais même pas s'il y a une cuisine dans le dortoir pour hommes, à vrai dire. Moi, je vous avouerai que actuellement, je suis venue dans le dortoir pour femmes parce que une fille des précédentes années m'avait conseillé de prendre le dortoir pour femmes, comme quoi le dortoir international était insalubre et que valait mieux vivre ici. Je regrette mon choix. Si j'avais pu, j'aurais plutôt choisi le dortoir international. J'ai des amis qui m'ont dit, alors oui, quand on est arrivé, oui, c'était sale, particulièrement la cuisine, mais si tu laves bien un bon jour, après, en fait, il n'y a plus de soucis, quoi. T'es juste chez toi et c'est incroyable. Et je veux bien les croire et vraiment, je regrette. Surtout que la majorité des étudiants internationaux vont là-bas. Quand tu te retrouves dans le dortoir pour femmes ici, t'as pas beaucoup d'Européens, du coup, c'est un petit peu dépaysant. Donc, si j'avais pu choisir, j'aurais choisi le dortoir international. On va maintenant pouvoir aborder le sujet de la bouffe. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai choisi. Il faut savoir que sur le campus, il y a plein de moyens de manger. Alors même si la cuisine, ici dans le dortoir des femmes, je vous la conseille pas, vous avez quand même accès à un frigo, à des poêles, à la totale. Dans le dortoir, il y a aussi un micro-ondes qui est partagé. Après, aux heures de manger, il est souvent réquisitionné. Du coup, parfois, il faut attendre 5-6 minutes avant de pouvoir se réchauffer un truc. Il y a aussi une cafétéria qui est présente sur le campus, juste entre les dortoirs, donc c'est vraiment juste à côté. Vous pouvez choisir ou de prendre le petit déjeuner, ou de prendre le repas du midi, ou de prendre le dîner. Vous pouvez prendre les trois aussi à la fois, il n'y a pas de souci, mais en fait vous choisissez ce que vous prenez. Moi j'ai fait le choix, sur conseil d'une précédente élève, de prendre que le repas du midi, et c'est ce que je conseillerais aussi. Parce que le repas du matin, on m'a dit qu'il n'était pas forcément fameux, et tu payes ça aussi cher que le repas du midi. Et franchement, pour le matin, parfois, moi, je passe le matin ou une barre de céréales, ça me suffit. Enfin, il y a moyen d'aller au CIU et de récupérer du pain de mie et de se faire son petit-déj soi-même dans sa chambre. Vous pouvez prendre une brique de lait, enfin, c'est pas ça qui coûte cher. Pour moi, vraiment, le petit déjeuner est vraiment pas nécessaire. Il y a moyen de se débrouiller. Pour le repas du midi, moi, je kiffe. Chaque jour, vous avez un truc différent. C'est des repas coréens. Moi, à chaque fois, je suis repue. C'est toi qui choisis tes portions. C'est le feu. Vraiment, le repas du midi, c'est incroyable. Je vous le conseille. Et pour le repas du soir, je vous le conseille vraiment pas. Parce que c'est pas que c'est mauvais, c'est le même que le repas du midi. Mais c'est juste que vous êtes souvent de sortie, en fait, quand vous êtes ici. Du coup, plusieurs fois, vous passez le repas du soir. J'en connais beaucoup qui ont acheté le repas du soir, mais qui n'y vont pas souvent. Et surtout qu'il y a d'autres moyens de manger le soir. Vous pouvez aller prendre un repas à réchauffer au CIU, qui est juste en bas vraiment des dortoirs, ou vous pouvez aller manger en ville, parce que les restaurants ici sont pas du tout chers. Vous pouvez aller au resto pour 6000 won, et 6000 won, ça représente à peu près 5 €. Et encore, il y a moyen de se débrouiller pour moins cher, hein. Moi, parfois, je prends un corn dog et ça me cale, et on parle de 1500 won, ce qui correspond à environ 1 €. Donc parfois, je peux me faire un repas à 1 €. Du coup, je vous conseille que le repas du midi. Maintenant, concernant le campus, il y a plusieurs services qui sont proposés sur le campus directement. Le premier, c'est les combini. Il y a beaucoup de CIU qui sont un peu partout sur le campus. Je pense qu'il y en a en tout 5 ou 6, si ce n'est pas plus. Et du coup, dans ces petits magasins, vous trouvez de tout. Des ramen instantanés, des repas à réchauffer, des gimbap, des onigiri. Vraiment, il y a moyen de manger. On retrouve même des produits français comme des madeleines. Vous avez tout plein de boissons aussi, des cigarettes pour ceux qui fument. Vous trouvez tout là-dedans. Et vraiment, ils sont partout, même en ville. Vraiment, tous les 50 mètres, vous avez un CIU, un 7-Eleven ou un E-Mart. C'est les trois plus gros connus. Ah, il y a le G25 aussi. C'est vraiment ceux qui sont les plus connus. Vous les voyez partout. Vous pouvez aussi acheter là-bas tout ce qui est papier toilette, je sais plus.
Mais le truc pour laver, le liquide pour laver les vêtements, mon Dieu. Sinon, vous avez plusieurs autres bâtiments qui sont proposés. Il y a d'autres services qui sont proposés. Il y a une salle de muscu pour laquelle vous payez un abonnement et vous pouvez vous y rendre quand vous en avez envie. Je sais qu'il y a une salle de ping-pong. Il y a plein de salles de club où vous pouvez faire de la musique. Il y a quoi d'autre? Ah oui, ça c'est drôle. Il y a des salles de sieste si vous voulez faire une pause dans votre journée. Il y a des librairies. Les librairies sont ouvertes 24 heures. Il y en a une qui est ouverte 24 heures sur 24 et ça c'est top. Il y a aussi un opticien, il y a une banque au sein même du campus. Ah oui, et il y a plein de cafés. Chaque bâtiment quasiment a son café. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, c'est une mini-ville ce campus. Il y a moyen de vivre en ne restant qu'ici. Après, on le fait pas, hein. On va visiter des trucs quand même. En termes de sport, il y a aussi un stade de foot, un terrain de baseball. Enfin, il y a plein de trucs. Et puis, la ville est vraiment pas loin, donc vous avez aussi tout qui est présent en ville. Ah oui, et si ça c'est cool aussi, il y a un service de poste au sein même du campus qui permet d'envoyer des colis à l'étranger. C'est pratique. Tout est là. Vraiment, il n'y a rien d'autre à demander. Tout est là. Je vous ai parlé vite fait des salles de club. Oui, parce qu'il y a beaucoup de clubs ici. Alors, il y a des clubs qui sont un petit peu inhabituels pour nous. Par exemple, des clubs pour promouvoir tout ce qui est religion. Ça, il y en a presque une dizaine. En fait, vous vous baladez sur le campus et il y a des gens qui prêchent leur religion comme ça. Et il y a des clubs qui sont faits pour promouvoir ça, pour faire des chorales, ce genre de choses. Vous avez des clubs sportifs aussi. Par exemple, vous pouvez apprendre la K-pop. J'étais censée le faire, mais j'ai pas la motive. Ouais, il y a de la K-pop, il y a du foot. Vraiment, il y a beaucoup de choix. Et il y a aussi des clubs plus artistiques ou culturels. Par exemple, un club pour parler des langues étrangères avec d'autres personnes coréennes, pour rencontrer d'autres personnes coréennes. Vous avez un grand choix pour les clubs. Bon, la vie étudiante, c'est pas que les clubs, vous l'imaginez bien, il y a aussi les cours. Alors, les cours, je vais essayer de vous dire un peu mon ressenti par rapport à la difficulté, par rapport au temps. Globalement, c'est beaucoup plus chill qu'en France. Mais à un stade incroyable. C'est-à-dire que moi, en France, j'avais cours tous les jours du lundi au vendredi. Et parfois, les cours pouvaient s'arrêter à 18 h le soir. C'était lourd. Ici, je termine jamais à 18 h et je commence jamais avant 9 h. Je vais sûrement vous mettre mon emploi du temps, mais globalement, j'ai pas beaucoup de cours. Notamment le vendredi, j'ai 0 cours le vendredi, ce qui fait que j'ai tout le temps un week-end de 3 jours. Il est à noter que cet emploi du temps-là, il est un peu officieux, parce que les profs, ils nous relâchent bien avant la fin du cours. Par exemple, si vous avez un cours qui dure 3 heures, en vérité, au bout de 2 heures, vous êtes relâché. Et encore, parfois, ça peut être pire. Parfois, juste, ils annulent le cours parce qu'ils jugent que il n'y a pas besoin. L'emploi du temps est déjà pas très chargé, alors je vous le dis, c'est encore moins chargé que ça ne l'apparaît sur la photo. Pour la difficulté des matières, moi en fait j'ai quasiment que des révisions. Je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué en termes de niveau, parce qu'il y avait cette réputation des Coréens qui travaillent beaucoup, et en fait pas du tout. Moi c'est vraiment principalement des révisions. Il y a beaucoup de projets, donc ça peut prendre parfois un peu de temps, mais en se débrouillant bien au cours de la semaine, il y a moyen d'avoir un week-end complètement libre de tout devoir. Pour comment ça se passe les cours, il y a un système de site internet qui vous permet de suivre vos cours, de voir si votre présence a bien été entrée, de soumettre vos devoirs, de voir les devoirs qui vous sont demandés. Ça permet de voir aussi le programme de chaque cours. Vous avez des examens qui se passent là-dessus aussi. Vraiment, c'est le e-class system, ça s'appelle. Et vous avez une appli sur votre téléphone que vous pouvez télécharger pour avoir ça de manière plus accessible. Et ça gère tout. Vous voyez à chaque fois combien de tâches il vous reste à faire. Vraiment, c'est top. Il est à noter que pour chaque matière, vous avez un quota de présence. C'est-à-dire que vous avez le droit à un certain nombre d'absences. Et quand je dis vous avez le droit, c'est vraiment que vous avez le droit. Par exemple, vous avez un prof qui va vous dire « Ah bah moi, dans mon cours, vous avez le droit à 3 absences. » Du coup, vous avez vraiment 3 jokers pour louper un cours. C'est incroyable. Quand vous devez organiser un voyage, du coup, c'est très très pratique.
Ah oui, bah, le dernier point qui, je pense, vous intéresse par rapport à tout ce qui touche au scolaire, c'est les examens, comment ça se passe. Et bah, je peux tout de suite vous le dire parce que je viens de sortir de ma période d'examen de midterm. C'est les examens de mi-parcours. Il y a 2 phases d'examen, le midterm et les examens finaux qui arrivent plus tard. Globalement, vos notes, il faut savoir qu'il y a un pourcentage de votre note qui est juste attribué par votre présence pendant les cours. Et ensuite, les examens qu'on a, c'est des examens sur papier qui sont hors ligne. Moi, j'en ai eu 4. Il y en a 3 qui étaient très très faciles et il y en a un qui était vraiment pas facile. Pour vous dire, les 3 autres, c'était tellement facile qu'ils vous accordent des points quand vous marquez bien votre prénom. Oui. Il faut gagner des points parce que vous avez mis votre prénom. Je n'exagère pas. Les questions étaient vraiment pas éloignées du cours. C'était que des choses... Enfin, ils avaient posté sur le système de e-class, justement, ils avaient posté les examens des années précédentes et bah, ça y ressemblait, vraiment. Il y a une grosse part de projets qui rentrent en compte dans la note. Du coup, c'est pas parce que vous avez loupé votre midterm que c'est la fin du monde. Franchement, c'est chill. Et puis, bah, du coup, sur une semaine, moi, j'ai eu que 4 examens. Franchement, il y a des fois où j'avais pire quand j'étais en France. Donc, j'ai pas à me plaindre. Après, il y a eu 7 examens. Le seul examen où je suis pas sûre d'avoir la moyenne, celui-là était vraiment chaud. C'était une éval de mobile programming. Mais forcément, j'avais pas aussi bien travaillé cette matière que les autres et ça s'est fait sentir. Il n'y a pas de mystère. Mais en général, en termes de difficulté, en comparaison à mon école en France, c'est beaucoup plus facile. Pour résumer, vous avez un emploi du temps qui est moins chargé, des cours qui sont moins difficiles et des examens qui sont moins difficiles. Moi qui m'attendais à une Corée qui avait un niveau de scolarité très élevé, où ce serait super compétitif, très compliqué, il n'y a pas du tout ça. Ça, je peux vous l'assurer, c'est pas du tout comme ça, c'est très très chill et vous aurez tout le temps que vous voulez pour faire des visites à côté. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets. J'espère que ça aura pu vous aider, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, une nouvelle fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai. Bisous!